Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver. Toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Sabrina, fondatrice de Swos. Merci Sabrina d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir conviée. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on a un podcast qui a une tonalité différente parce qu'on le fait en live. C'est vrai. À l'occasion d'un festival. Donc je mettrai tout dans la petite description du podcast. Super. Alors est-ce que tu peux te présenter et par la même occasion présenter ton activité ? Bien sûr. Alors donc moi c'est Sabrina, j'ai 36 ans et j'ai créé il y a de cela maintenant un peu plus d'un an Swos, qui est l'anagramme de See What's Overseas, qu'on pourrait traduire par regarde ce qui se passe ailleurs, puisqu'en fait je ramène et je déniche des marques qu'on a du mal à trouver en France, parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage quand on voyage qui vous dit attends tu pars là-bas, tu pars aux États-Unis, est-ce que tu peux me ramener cette marque, j'arrive pas à l'avoir ici, ou alors les frais de port sont tel que on abandonne le panier parce qu'on se rend compte que les frais de port sont parfois plus chers que le produit lui-même. Donc moi avec mon petit sac à dos, je voyage un petit peu et je vous déniche des pépites d'ailleurs. D'accord. Et comment finalement t'es venue en fait cette idée de créer ta boîte dans ce domaine-là ? Alors je suis une globe-trotteuse dans l'âme. Donc déjà ça faut le savoir, je voyage un peu partout, je fais pas mal de pays. Et en fait, Swos est né il y a très longtemps en réalité. C'est juste moi qui ai mis du temps à lancer la marque. En fait, ce qui s'est passé, c'était à l'époque la marque des Uggs. Vous voyez les petites bottes fourrées. Lorsqu'elles sont sorties aux États-Unis et qu'il y avait une mode de dingue avec ces bottines-là, elles ont mis, il faut savoir, 2 ans avant d'arriver en France. Et moi, ma sœur, qui est une grande fan des séries américaines, m'appelle et me dit, écoute, je sais que tu vas aux États-Unis, il faut que tu me dégotes une paire de Uggs et que je me la raconte au boulot en étant la première à avoir la paire de pompes avant tout le monde. Et donc, je me retrouvais à Times Square avec mon iPhone. Tu veux quelle paire? Tu veux quelle couleur? Et en fait, je me suis dit, mais ça pourrait être un créneau, un filon à réfléchir ou à exploiter du moins. Je suis revenue en France. Et puis quand je suis arrivée, j'étais revenue avec des bijoux et on m'a arrêtée en fait dans la rue en me disant je kiffe le bijou, tu l'as acheté où, etc. Donc je lui donne le nom de la marque américaine et elle me dit comment je fais pour l'avoir. Je lui dis tu cherches sur internet mais je sais pas si tu vas l'avoir en France. Et moi la nana ça s'est fait au bout de 10-20 secondes. Je suis partie et puis j'ai checké sur internet et je la trouve pas la marque. D'accord. Donc là je me dis il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est vraiment là que sont nées les prémices de Swos et de comment je vais travailler ce filon-là, de faire en sorte de trouver, de créer une plateforme qui permettrait aux Françaises baroudeuses dans l'âme de trouver des marques qu'on n'a pas en France. D'accord. Et finalement, quand les premières personnes t'ont dit on voudrait bien ces produits-là, même sur les sites US, tu les trouvais pas, ou sinon les frais de port ils étaient vraiment trop élevés. C'est exactement ça. D'accord. Et les droits de douane aussi. Généralement, c'est des marques américaines et tu payes les deux. Tu as les frais de port et ensuite les droits de douane. D'accord. Et c'est de là que t'es venue l'idée ? T'as construit l'idée tout de suite ? Parce que tu me disais que c'était à partir des Uggs. Les Uggs, ça date ? Ça date. Avant de lancer, j'ai mis à peu près 8-10 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait le déclic ? Ouais. L'envie de me dépasser, de me prouver que je pouvais lancer ma boîte et en vivre. D'accord. Et est-ce que côté perso, il y avait quelque chose aussi qui avait créé ce déclic-là ou c'était une idée que tu avais en tête, que tu t'es dit, bon, finalement, je vais pas y aller tout de suite, je vais y aller un petit peu après. Côté perso, ça va plus être le côté professionnel. Ouais. Je commençais à en avoir un peu marre. Je vieillissais aussi. Enfin, je grandissais. Et avoir un responsable, tu commences à devenir un peu, tu as envie d'être ton propre patron. Et donc, ça m'a poussé un peu aussi vers la sortie. D'accord. Donc, tu avais envie d'avoir plus d'autonomie. Exactement. Et de pouvoir avoir un projet de A à Z et de le gérer tout
toute seule, t'étais un peu frustrée peut-être, non? Un petit peu. Un petit peu. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, ouais, clairement. Donc dans cette idée-là, tu avais pris de l'expérience au niveau travail, etc. Tout à tu fait. voyais que tu pouvais mener des projets et là, tu t'es dit, moi, Il faut que pourquoi je pas? lance. Tu as envie de Exactement. te dépasser. Ouais, exactement. Et puis j'avais mes potes qui me disaient, tu nous as rendu dingue avec ce projet Sauce. Ouais, Parce que à côté, en fait, je travaillais le logo, je travaillais la marque, je réfléchissais à comment j'allais mettre mon logo, avec quelle marque je voulais travailler, quel Ouais. pays. Et je saoulais mes amis. Et vous pensez quoi de ça? Et vous pensez quoi de ça? Et puis à un moment donné, on m'a dit, tu nous as embêtés pendant des années. Si c'est pour qu'au final, il n'y a rien qui soit fait à côté, quel est l'intérêt? d'accord. Et comment ça s'est passé quand tu as quitté ton job et que tu as décidé là de te dire, j'y vais à 100%? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou tu as pris un peu de temps de marche par rapport à ça? Non, ça s'est fait de manière assez rapide. Il y a eu peut-être un battement de 1 mois, 2 mois. Alors, tu as quitté ton Et j'ai job quitté mon boulot. comme ça? Ouais. T'as démissionné? Ouais, exactement. D'accord. Exactement. J'ai fait D'accord, une t'as rupture. pas fait de transition? Pas du tout. Ok. Pas du tout. J'ai démissionné. Je me suis pris un petit mois Ouais. pour moi parce que c'était. Ouais. Je sortais de plusieurs années. J'avais envie de me poser un petit peu. En parallèle, parce que quand même, j'ai pas tout à fait arrêté. Je parle plusieurs langues Ouais. et en fait, il y avait une école pas très loin qui cherchait un professeur d'anglais. Alors je suis pas du tout prof, j'ai pas du tout. Je suis assez autodidacte. Ça s'est très bien passé. J'ai fait ça quelques mois avec eux. Tu vois, prof d'anglais mais c'était vraiment du mi-temps parce que les profs d'anglais c'est 2 heures, 2-3 heures par semaine, donc ça me prenait pas énormément. Et après j'ai vraiment décidé de tout arrêter et je me suis concentrée sur Swos à 100%. D'accord. De pas cumuler plusieurs emplois, Ouais, d'être non, focus sur ça. Ouais, c'était compliqué. Ok. Et C'était compliqué. et tu as lancé ça il y a combien de temps à peu près? J'ai lancé ça en avril 2021. Donc tu as fait une rupture conventionnelle. Et après... Exactement. Ok. Et après, quand tu as décidé de te lancer, tu es passé par des incubateurs, des structures? Tout à fait. Je suis passée par des structures comme Positive Planet, par exemple. Ouais. Voilà. J'avais fait aussi un petit peu la ruche. Oui. Ils avaient des stages de 3 mois où ils t'aidaient justement à structurer un petit peu ton projet d'un point de vue juridique, quel statut choisir, etc. Même Pôle emploi. Oui. Pour le coup, ils m'ont aidé à justement trouver Positive Planet. Ah oui. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Tu vas passer par le dispositif Active Créa de Pôle emploi? Parce que je sais qu'il y a Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as Positive Planet et Active Créa, les D'accord. deux en fait. Parce que je sais que Pôle emploi, ils ont un dispositif particulier pour tous les demandeurs d'emploi qui veulent créer des entreprises. Donc, ils passent par Active Créa. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place par le Pôle emploi. Tout à fait. Et après, Positive Planet, c'est une structure d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se lancer. T'as tout résumé. Ils n'ont pas un petit côté entreprise éco-responsable ou pas? Ou c'est tout type d'entreprise? C'est tout type d'entreprise. D'accord. C'est tout type d'entreprise. Moi, effectivement, j'avais ce côté aussi éco-responsable avec les produits que je choisis, parce que je veux vraiment garder cet esprit-là. Exactement. Et du coup, comment tu as commencé? C'est le Pôle emploi qui t'a envoyé faire Positive Planet et alors, comment tu as... C'est le Pôle emploi qui m'a envoyé vers Active Créa. Ah oui. Et ensuite, Active Créa, eux m'ont envoyé vers Positive Planet. Ok. Voilà. Et comment tu as enchaîné ça, la structuration de ton entreprise, les décisions de statut, etc. Vraiment avec eux. Là, pour le coup, c'est Active Créa qui m'a aidé en termes de... Voilà. Je savais que je voulais faire une autre entreprise. Pourquoi auto-entreprise? Parce que je suis quelqu'un qui a quand même un peu peur de l'inconnu, même si je le montre pas forcément. Ouais. Mais je me suis dit au mot auto-entreprise, si je vois que ça fonctionne pas ou quoi, vu qu'en termes de comptabilité, c'est beaucoup plus allégé qu'une entreprise normale, Ouais. je me suis dit, j'avais pas envie de me casser la tête ou je me retrouve avec une SARL ou une SASU, etc. Donc je savais d'entrée de jeu que je voulais une autre entreprise. Ok. Et ensuite avec Active Créa qui m'a expliqué les avantages de la micro-entreprise mais aussi ses inconvénients et qui m'a dit de toutes les manières en fonction de ton chiffre d'affaires tu verras que au fur et à mesure du temps tu vas te rediriger vers autre chose. Tu vas pas rester en micro-entreprise indéfiniment, ce qui était logique. Ouais, mais bon, pour l'instant... Surtout que pour l'achat-revente en micro-entreprise, c'est pas forcément le... Tout à fait, à cause de la TVA. Ouais. C'est pas le mieux, surtout que tu peux pas déduire tes charges. Tout à Donc fait. Si tu dois acheter du stock, forcément tu passes tout dedans. C'est ça. Et du coup, tu as créé ta micro et après tu as changé de statut après ou... Pas du tout, je l'ai toujours pas changé. Ah, t'as toujours pas... Non. D'accord, ok. Non. Pour l'instant, ça me convient. Mais bien sûr, je compte la changer dès que je vais voir que... Voilà, oui, après, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de date de péremption. Encore heureux. Quoique, il y a un montant de chiffre d'affaires. Je me dis, purée, le jour où j'arrive à ce chiffre d'affaires-là... Bon, c'est bon. Ouais, on espère. Et du coup, tu nous as pas dit ce que tu faisais avant? J'étais chef de projet merchandising pour Sisley, la marque de cosmétiques. J'ai travaillé pour eux pendant à peu près 4 ans.
D'accord. Alors en fait, que j'explique. Sisley, le PDG, c'est Philippe Dornano. Et en fait, sa femme avait lancé une marque de prêt-à-peu. Donc de base, je suis rentrée sur la marque de prêt-à-peu, pas du tout sur Sisley. D'accord. Et la marque de prêt-à-peu, donc de prêt-à-porter, a existé pendant une dizaine d'années à peu près. Et moi, quand je suis arrivée, on était sur la fin. Ça y est, elle avait envie d'autre chose, elle voulait faire du théâtre, elle voulait lancer sa propre compagnie. C'était une marque française Minapo. Ouais. D'accord, ok. Luxe, haut de gamme luxe. D'accord, ok. En prêt-à-porter et joaillerie. Et bijoux. D'accord. Et quand elle a décidé d'arrêter, le PDG de Sisley m'a dit écoute, t'as travaillé avec nous, hop, on te rebascule sur Sisley. Et j'étais chef de projet merchandising. D'accord. Tu t'occupais des magasins. Alors, le chef de projet merch, en gros, c'est quoi? Quand vous allez chez Sephora, Marionneau, vous savez, ce qu'on appelle les open service, c'est par exemple lorsqu'il y a un rouge à lèvres ou quoi, le contenant, on va dire, l'étui, là où on pose le produit. Oui. C'est une sorte de grosse, on appelle ça un open service. Oui. C'est vraiment de la PLV. Une caisse. Voilà, une grosse caisse. Non. On peut appeler ça une caisse, si tu veux. Oui, plus ou moins. Voilà, et ça, en fait, on le développe avec des fournisseurs. D'accord. Donc, en fait, on travaille avec le service marketing, qui nous dit, voilà, Sabrina, cette année, on va lancer tous ces produits-là. Voici la longueur, la largeur, etc. Il me faut quelque chose qui passe dans le magasin pour pouvoir mettre toutes mes teintes, toutes mes couleurs, toutes mes... D'accord, c'est le truc où il y avait les testeurs, là, en fait. T'as tout compris. Ok. C'est ça. D'accord. Et ça s'appelle comment? Un open service. D'accord. Pour la culture générale, c'est pas mal. On en apprend tous les jours. Ah non, mais là, je connaissais tout ce qui est merch en boutique, mais pas en cosmétique. En cosmétique, voilà. Ouais, non. Bah, c'est toujours bon à savoir. Mais clairement. Et du coup, tu avais déjà une expérience internationale avec Sisley, du coup? Oui. International. D'où le fait de tous tes déplacements à l'étranger, ou c'était... Non, parce que t'aimes bien, bien bouger. Ah ouais, j'aime bien bouger. D'accord. Je prends mon petit sac à dos, petit bonnet... mon petit voile d'ailleurs. Non. Je globe-trotte un peu à la Pékin Express. D'accord. Alors du coup, tu as pris ton expérience de salarié, tu as un déclic, tu as envie de changement, et tu t'es vraiment vu dans l'entrepreneuriat et pas dans autre chose, peut-être que tu aurais pu bouger. Non, c'était l'entrepreneuriat. Ouais, c'était ça, c'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Okay. J'avais peur, mais je me suis dit fonce. Tu sais jamais en fait, tu te dis comment est-ce que la marque va plaire, est-ce que ça va parler à des gens, est-ce que tu as bien ciblé ton buyer persona comme on dit. Tu vois, il y a tellement de questions qui rentrent en compte. Après bon, tu te lances et tu vois et tu y vas à tâtons de toutes les manières. Du coup, tu t'es fait accompagner par Positive Planet, tu as lancé ta micro. Voilà. Et comment ça s'est passé pour ta sélection de produits? Parce que tu disais que tu prends des produits qui viennent de tous les pays. J'ai vu de l'Inde, j'ai vu les États-Unis, Turquie, français aussi. Non, français, j'en ai pas. Non. Espagne. Et comment tu as fait ta sélection? Parce que finalement, tu as tellement de pays qui proposent tellement de choses différentes. Enfin, comment tu as procédé Honnêtement, au feeling. Au feeling, je marche au feeling. Par exemple, pour la marque indienne, pour le reste, je suis allée dans le pays, mais pour la marque indienne, c'était pendant le Covid. Ouais. Enfin, le ou la Covid. Ne m'en veuillez pas. Il y a encore des débats. Il y a encore des débats. Et en fait, on ne pouvait plus du tout voyager. À cette époque-là, on était en plein confinement. Et donc, c'était du FaceTime, enfin du Zoom. D'accord. Donc, on s'est appelés. J'ai eu Rajika et Rajat, qui sont époux mari et femme. Et en fait, ils me montraient les produits, ils m'ont expliqué leur façon d'être, leur façon de travailler, comment est-ce que les artisans travaillaient. Et je me suis dit, ah ouais, j'aime beaucoup ce côté-là. D'accord. Et le feeling, il est passé tel que j'avais l'impression que tu aurais été là, tu te dis, mais ils se connaissent depuis 10 ans. Alors que pas du tout, on se faisait des blagues. Ok. J'en faisais, ils rigolaient. Je me suis dit, ça, c'est bon. Vous rigolez à mes blagues, on est bon. Donc, c'est toi qui choisis finalement les produits que tu souhaites mettre en place. T'as pas un mapping en te disant, il me faut X pays avec X produits que je peux proposer. C'est vraiment... Au début, je voulais faire ça. Ouais. Et après, comme je suis de nature un peu stress, on va dire, je voulais pas me bloquer. Je ne veux pas mettre un challenge trop fort tout de suite pour pas te bloquer. C'est ça, exactement. Je pense que de toutes les manières, là, je vais arriver sur un moment où effectivement, je vais plus cibler les pays que je veux. Mais au début, c'était vraiment au feeling, comme je te disais. J'allais dans le pays, ça passait, le feeling passait bien, hop, je prenais. On discutait avec la marque, avec les fondateurs. Je voyais un petit peu le côté, encore une fois, éthique et co-responsable de la marque. C'était hyper important. Puis si ça rentrait dans mes cases, je me disais, ok, on tente et puis... Donc tu as une grille de critères quand même, il faut que le produit soit éthique, respectueux, etc. Exactement. Sans mettre trop de pression non plus, parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle d'éco-responsabilité, d'éthique, on a tendance un peu à faire culpabiliser.
ce que j'aime pas forcément. Voilà, je pense qu'il faut y aller. Par exemple, voilà, je travaille avec des marques éthiques éco-responsables. Ça m'empêche pas à côté d'avoir encore, par exemple, voilà, des sacs en papier craft. Mais c'est des choses que je vais essayer de réduire au fur et à mesure. J'aime pas ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir aujourd'hui dans tout ce qui est éco-responsable ou éco-responsabilité. Mais en tout cas, voilà, y aller tout doucement. Étape par étape. Ouais. Exactement. Parce qu'au final, oui, il faut pas se culpabiliser sur le fait de... Enfin, il y a pas de... On peut faire au mieux, mais on peut pas faire parfait. Exactement. Justement, j'en parlais avec quelqu'un ce midi. Ah bon tout ce qui était éco-responsabilité. Et le fait de faire au mieux, mais de pas forcément faire parfait. Enfin, on peut pas faire parfait tout de suite, mais c'est d'y aller à tâtons et de voir ce qu'on peut proposer. Surtout que maintenant, on a la possibilité d'avoir des paquets éco-responsables qu'on peut retourner à la poste. Donc maintenant, il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais c'est vrai qu'au niveau logistique, au départ, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Aussi, niveau prix. Des fois, c'est beaucoup plus cher, ce qui est normal aussi. Tu vois, comme par exemple les petites cartes de visite grainées. Oui. Je trouve le concept génial. Ou ensuite, une fois que tu la donnes, si la personne elle en veut plus ou quoi, au lieu de l'acheter bêtement dehors, elle peut la réutiliser pour faire pousser, je sais pas, du persil ou autre. Je trouve ça hyper sympa. Mais après, c'est une question de coût aussi au débarrage qui sont assez importants, exactement. À gérer, du moins. Du coup, tu n'as pas forcément fait de sélection préalable pour les pays avec qui tu bosses, mais est-ce que tu as fait une sélection préalable pour les produits, par exemple ? Oui, et je me suis tout de suite dit que on serait dans de l'accessoire, mode et maison. Je voulais pas du tout de prêt-à-porter. C'est trop compliqué. J'avais travaillé dans le prêt-à-porter fut un temps. C'est trop compliqué en termes de morpho, c'est galère. De gestion. Exactement. Retour, non c'est trop petit, non c'est trop grand. En plus, en fonction du pays dans lequel tu vas, les standards sont pas les mêmes. Ouais. Tu prends un 38 en France et un 38 aux États-Unis ou en Chine ou au Japon, c'est pas du tout la même chose. Donc je me suis dit je voulais pas. D'accord. Et j'ai toujours, moi c'est mon credo. Je trouve que c'est l'accessoire qui habille une tenue plus qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Tu vois. Tu peux venir habiller tout de noir avec. Ouais, voilà. T'as le bel accessoire qui va avec et c'était ce que je voulais proposer. Donc vraiment de l'accessoire, donc d'où les bijoux, déco maison, pareil. Je trouve que c'est un accessoire pour la maison, pour le rendre plus beau. Et puis je suis restée aussi pour la marque américaine parce que c'est des produits soins visage. D'accord. Voilà. Et ça, c'était vraiment une demande par rapport à tes clientes Ouais, je voyais qu'ils aimaient beaucoup ce qui se passait aux États-Unis d'un point de vue cosmétologie. Même si en matière de cosmétologie, c'est plus l'Asie au final où ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, clairement. Okay. Clairement. Le Japon, techniquement, ils ont des trucs qu'on n'a pas du tout ici, quoi. Pas du tout. D'accord. T'en retrouves quelques-uns maintenant. De plus en plus chez Sephora, il y a des petits trucs, des masques, etc. Mais il y a encore plein de choses hyper intéressantes. Du coup, qu'est-ce qui a été plus compliqué pour toi dans le fait de trancher justement sur tous ces produits-là ? Parce que je pense que tu as une grosse pression dans le fait de dire oui, je vais choisir tel et tel produit, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rester un peu sur leur faim et dire... Clairement. Ouais, il y a une pression. Après, j'essaye vraiment de prendre... déjà, tu fais des études quand même de marché, tu vois un petit peu ce qui plaît. Tu t'essayes d'être aussi dans la tendance du marché en termes de bijoux, en termes d'accessoires, plus sur les bijoux. Parce que la déco, je pense que les gens aiment bien le côté exotique et le côté aussi qui change. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez les gens, c'est quoi ? C'est soit action, en termes de déco. Pratiquement tout le monde, quand je vais chez mes poches, chez mes amis, je me dis ça, c'est le 4,95 de chez Action, tu vois, ou le Zara Home. Après, ça dépend, ou Maison du Monde pour ceux qui ont un peu plus de portefeuille. Mais c'est des choses qui se ressemblent, c'est pratiquement toujours la même chose. Donc en termes de linge de maison, je trouve que c'est simple. C'est assez simple parce que les gens, quand ils voient, en plus, c'est fait main, il y a un artisanat derrière, il y a du savoir-faire. Voilà. Pour les bijoux, c'est vrai que c'est un peu la pression. Et c'est pour ça que je suis assez ouverte au niveau des bijoux. Je fais prendre plusieurs modèles qui pourraient même ne pas me plaire à moi, hein. Concrètement, c'est pas moi qui achète. Donc, c'est pas que mes goûts, du moins, qui achètent. Parce que souvent, on me dit, oui, tu achètes que ce que tu aimes. Bah non, parce que techniquement, ce que j'aime, toi, tu peux ne pas l'aimer, comme Aurore ne l'aimera pas non plus. Donc voilà, je suis assez ouverte là-dessus. D'accord. Tu essaies de prendre quelque chose qui correspond au plus grand nombre. Exactement. D'accord. Et en édition limitée. Alors là, c'est le truc un peu tricky. C'est-à-dire que j'ai pas mal de clientes une fois qui me disent « Ah Sabrina, il y avait ce bijou, est-ce que tu peux il est plus en stock, etc. » Et je bloque en fait, je leur dis non, c'est terminé. D'accord, tu fais pas de réassort Non. J'aime bien aussi, comme je te dis, qu'on se ressemble pas tous. Et tu vois, par exemple, là, les gens qui ont acheté chez Swose, ils sont sûrs d'être peut-être les 2 ou 3 troisième personnes à l'avoir, quoi. Je prends vraiment des petites quantités
de plusieurs références, donc ça me fait un stock. Mais vraiment, voilà. Pour créer l'attente, pour créer la demande. Mais c'est vraiment fait exprès. Je veux vraiment avoir l'édition limitée. Sauf si vraiment la personne, je vois, elle galère, elle me dit Sabrina, c'est impossible pour moi, etc. Je suis pas quand même abjecte. Donc, mais c'est vrai que j'ai réfléchi Swoosh comme ça. D'accord. Et ça n'a pas été difficile quand même. Bon, il y a 2 questions qui vont être intéressantes là. C'est de savoir déjà d'une, comment tu t'es gérée pour la création de ton site e-commerce. Ça, c'est vraiment une grosse question qui revient assez souvent. Et la deuxième partie, c'est quand tu veux lancer un business avec l'étranger, import-export, c'est compliqué. Clairement. Donc, comment ça s'est passé? Donc, je pense qu'on va commencer par le site internet. Oui, comme tu veux. Le site internet, si tu avais une to-do à dire, bon, si tu veux créer un site internet demain, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? Par quoi tu commences? Et après, on va partir sur la partie internationale et import-export qui fait pleurer certains. Certaines. Ouais, c'est vrai. Pour le site internet, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait pas mal de, justement avec Positive Planet, d'ateliers, déjà qui te permettaient de savoir est-ce que tu pars sur du .fr ou du .com. Pour beaucoup, il y en avait qui me disaient prends du .com, comme ça, prends les deux, .com et .fr. On m'avait dit ça. Le souci, c'est que moi, Swoosh.com était déjà pris. Ah, d'accord. Donc, je me suis dit, est-ce que je mets Swoosh Paris? Et je me suis rendu compte qu'à l'INPI, on m'a dit que j'avais pas le droit de mettre Paris. Si je ne vivais pas ou si les produits n'étaient pas de Paris, t'as pas le droit tu peux pas. En fait, Paris, c'est vraiment une marque à elle-même. Tu peux pas l'ajouter comme ça. D'accord. Donc moi, je suis du 93, donc la nana de l'INPI m'a dit déjà Paris, vous l'oubliez. Donc je me suis dit, ok, de toutes les manières, je suis une marque française. On va rester sur le FR, Swoosh.fr. Et puis ensuite, je verrai comment ça évolue. Ça évolue. Exactement. Après, pour le site internet, j'avais fait pas mal de devis, etc. C'est hyper cher. Alors quand tu commences, oh là là, et qu'on sortait des 5 000, 6 000, 7 000 balles, je lui disais, ok, je reviens. Et généralement, on me revoyait jamais. Et puis j'ai des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu prends pas sur Shopify, c'est bien, ou des sites, tu vois, comme de ce style-là, Wix, Shopify, qui t'aident. Et effectivement, Shopify, moi j'ai beaucoup aimé. C'est là où je suis actuellement, parce que tu es libre un petit peu. Tu vois, tu as une base. Ouais. Que tu payes 30, 29 euros et quelques par mois. Et puis après, c'est assez intuitif. Donc après, tu crées ton site comme tu le veux. Donc ça, déjà, je me suis dit, c'est nickel. J'ai au moins mon cahier des charges dans ma tête. Je sais comment je veux l'agencer. Et là, après, j'ai plus qu'à le faire moi-même. D'accord. Et au début, comme j'avais pas encore toutes les marques que je voulais mettre sur le site, j'avais du temps. Je me suis dit, concentre-toi sur le site internet. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Il y en a qui me disent, moi, le site internet, c'est le truc que j'ai fait tout en dernier. J'ai commencé d'abord à vendre et le site internet, il est venu après. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, j'ai préféré le faire tout de suite, avoir une vitrine. Surtout que j'avais pas de boutique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je propose? Donc, j'avais fait sur Shopify et voilà. Après, aujourd'hui, honnêtement, avec tous les cours en ligne que tu peux trouver sur YouTube, par exemple, pour coder, il y a beaucoup de choses que j'ai codées alors que je suis une bille en codage. T'as fait du code? J'ai clairement fait du code. Ok. Ouais. Parce qu'il y avait des choses sur Shopify que je pouvais pas faire, fallait payer au-dessus. J'avais pas forcément les moyens. Ouais. Donc voilà, je tapais sur YouTube comment rajouter une galerie dans la page. Puis tac, le mec il t'explique de A à Z, voici le code, nanana. Tu t'as plus qu'à suivre en fait bêtement. Ok. Et donc voilà, pour le site internet, c'était cette logique-là. Mais t'as quand même fait un cahier des charges au départ. Hein. Clairement. Ok. Clairement, t'es obligé. T'es obligé d'avoir un cahier des charges pour savoir où tu vas. Tu vois, quelles sont les couleurs que tu veux mettre, comment tu veux l'agencer, est-ce que tu vas commencer par un diaporama ou juste réfléchir comment ta navbar, enfin la navigation, qu'est-ce que tu mets. Parce que sur certains sites, quand tu regardes, ils ont juste e-shop, contact, d'autres c'est e-shop, contact, actualité, presse. Tu commences par quoi? Donc forcément, tu as besoin d'un cahier des charges au début, juste pour agencer un petit peu. Et après, au fur et à mesure, l'expérience, tu discutes avec des entrepreneuses comme toi, tu regardes leur site parce qu'au final, on s'inspire. Donc voilà, tu sais un peu après où tu vas, comment tu gères là exactement. Et oui, et ton module de vente, c'est Stripe. Stripe, exactement. Ouais. Enfin, c'est le plus courant. Ouais, c'est ça, c'est celui-ci. D'accord. Bon, alors comment ça s'est passé l'import-export? Hyper galère. Pourtant, dis-toi, j'avais fait un BTS commerce international plus jeune. Ah oui, d'accord. Donc, moi, tu n'as pas parlé à tes profs? Alors, j'arrivais, moi, avec ce qu'on appelle les incoterms. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Oui. Et je me suis dit, bon, quand même, j'ai une base. Il va me parler, je vais comprendre. Et alors là, on m'explique qu'en fait... T'avais été voir qui?
j'ai appelé directement la douane. D'accord, ok. Direct. Je me suis dit, j'ai pas envie de. J'ai un peu peur. Moi, je suis un peu flippette sur les bords. Oui. Je me suis dit, j'ai pas envie que demain on vienne m'arrêter. Des CRS viennent. Ouais, en mode. Écoute, en plus, tu vois, je me suis dit, non, on va éviter le drama. Et en fait, on m'expliquait qu'en micro-entreprise, j'ai un seuil en fait. Je peux pas importer plus d'un certain montant. Ouais. Donc dépasser ce montant-là, je me suis dit, je fais quoi ? Oui. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Donc là, j'appelle les douaniers, je me dis, j'envoie un mail au début. Bonjour, voilà, j'explique ma situation. Le mec me répond à côté. Enfin, pour moi, j'estimais qu'il me répondait à côté. Donc je me suis dit, non, je vais le relancer. Donc on a passé peut-être 10 mails à s'envoyer. Je lui dis à un moment donné, il n'y a pas une assistance, il n'y a pas une permanence. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Donc j'arrive à l'avoir au téléphone. Il me dit oui, Madame Merida, je comprends pas. On n'a pas arrêté de s'envoyer des mails. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Pourtant c'est simple, etc. Et là, je lui dis, alors on va arrêter tout de suite. Je lui dis parlez-moi comme si j'étais un gosse. Je dis je m'en fiche. Imaginez que je suis débile, mais vos termes, je lui dis je les comprends pas. C'est pas clair pour moi. Et d'un point de vue comptabilité derrière, moi ça me pose des problèmes. Il faut que je sache quand je dépasse ce montant parce que je vais faire des achats. Donc forcément, je crois que j'étais limitée à 10K, je crois. Et au-delà, il y avait un problème. Tu pouvais plus importer comme tu le souhaitais. Si c'était hors Union européenne, je me suis dit mais... Et en fait, on s'est embrouillé. Ah d'accord. Au téléphone, c'est parti en clash. Tu t'es embrouillé avec les gens de la douane quand même. Hein. C'est parti même en pleurs parce qu'après moi je me suis dit mais attends, il me prend pour une débile, en plus il me prend pour une débile mentale. D'accord. Ce que je pouvais être parce que je comprenais rien de ce qu'il me disait. Oui. Et au final, en fait, quand moi je lui explique ce que j'ai compris, donc lui il reste sur son non, c'est pas ça, vous avez pas compris madame, etc. Et j'entends à côté son collègue qui lui dit bah si. Ah d'accord, ok. Et là je lui dis passez-moi votre collègue. Et on est resté en embrouille et je me suis dit écoutez, passez-moi votre collègue, ça va aller mieux, etc. Et il me met sur mute. Il parle pendant je sais pas combien de temps et le mec me reprend au téléphone et il me dit je suis désolée Madame Merida, effectivement il y a une nouvelle loi qui est passée, j'étais pas au courant. Ah ouais, effectivement d'accord. vous aviez raison, etc. Et non, c'est galère. Franchement, je me suis dit comment je vais me dépatouiller de tout ça. Et après, je leur expliquais, je leur disais et si je vais sur place et je prends parce que moi je voulais prendre de la marchandise avec moi dans ma valise. D'accord. Comment ça se passe? Alors moi je mettais les deux pieds dans le plat. Je leur disais, moi j'étais honnête, vraiment, je leur disais qu'est-ce que je fais. Alors je vais partir avec un sac rempli de marchandises, tout va bien, avec 10 000 euros de trucs. Qu'est-ce que je fais? Et en fait non, t'as un bureau, en fait tu peux. Ah d'accord. Tu peux prendre de la marchandise dans ta valise. Par contre ensuite tu dois aller déclarer. Tu sais quand tu pars, quand tu sors un bureau de douane. Voilà, tu dois juste passer par la douane. Ils te disent est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Voilà. D'accord. Et en fait tu montres ton cabis et c'est là-bas en fait où tu payes tes droits de douane, si droits de douane il y a, et tes taxes, etc. Ta TVA à l'importation. Ok. Principalement c'est le problème de la TVA. Ok. Oui, par rapport au statut de micro. Exactement. Je leur disais, mais je comprends pas, moi j'ai pas de TVA, je comprends pas c'est quoi cette TVA à l'importation que vous mettez, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à t'expliquer clairement le truc. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, t'as pas de TVA jusqu'à un certain seuil. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle société, tu as une TVA à l'importation. Mais comment tu rentres ça dans ta comptabilité? Techniquement, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, ça c'est votre problème à vous, parce qu'après vous êtes en auto-entreprise. Donc en fait, cette TVA-là, c'est une perte pour vous. Ah oui, tu l'as inclus dans tes charges non déductibles. Ok, d'accord. T'as tout compris. Ok. Super. Donc l'import-export, non, il faut vraiment prendre, pour le coup, là c'est un conseil, il faut vraiment prendre quelqu'un. Moi après j'ai une amie qui m'a dit je te donne un service juridique et tu les appelles. Ouais. Parce qu'il y a énormément de subtilité. Et en fait on pense que c'est hyper simple d'importer une marchandise. Pas du tout. T'as plein de petits documents à remplir. Donc voilà, si vous voulez rester nickel au niveau des douanes, oui. Blaguez pas avec ça. Surtout qu'ils peuvent revenir sur vous 10, 15, 20 ans après, c'est pas un problème. Ah oui, ils nous oublient pas. Non. Même si on ferme la société. Non. Donc faut juste faire gaffe à ça. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un chambre de commerce et d'industrie, il y a un service international et il y a toute cette partie-là. Oui, c'est vrai. Encore faut-il qu'ils te répondent. Qu'ils te répondent déjà et qu'ils t'expliquent les choses de manière... En fait, ce qui m'énerve, honnêtement, avec l'administration française de manière générale, c'est qu'on te parle comme si on était... censé savoir. Exactement. Oui. Tu vois, c'est même dans le regard, bah oui. Bah non. Et on peut rester bah oui, bah non pendant 20 ans, puis je suis têtue, donc je peux rester sur du bah non pendant 150 ans. Ouais. Donc non, il faut prendre le temps d'expliquer. Alors c'est vrai que pour eux, ça doit être chiant et rébarbatif de répéter les mêmes choses à chaque entrepreneur différent, parce que ça reste une législation, donc c'est la même pour tous. Mais pour nous, puis t'as un degré de compréhension qui est différent. Je suis pas en train de dire qu'on est plus bêtes les uns les autres, c'est pas ça. Mais tu peux ne pas comprendre la même chose
Oui, ils parlent dans leur jargon et on est censé tout comprendre. C'est ça, et puis non, prenez le temps de nous expliquer. C'est ce que je dis. Quand je prends le téléphone, je dis toujours la même chose. Parlez-moi comme si j'étais un gosse. D'accord. Comme ça, au moins, je suis sûre de comprendre. De comprendre, oui, parce Voilà. que oui, il y a des fois, il y a des termes, on n'arrive pas à comprendre, et surtout qu'on vient pas du même secteur. C'est ça. On est déjà focus sur son business, ses problématiques du quotidien, donc si on part à quelqu'un qui peut nous aider. C'est ça. Quitte à faire un croquis, on parlait de TVA, on parlait d'assiette de TVA. Là, j'étais ok. On te parle d'assiette et de douane et de TVA, Voilà. je comprends pas. Là, excusez-moi. Une assiette, hein. Non, ouais, c'est chiant. C'est chiant. Ah bah Mais, oui, et ça a été ton plus gros challenge, non? Ah ouais. L'un des plus gros. L'un des plus gros Ouais. au début. Pour Ouais. vraiment bien comprendre. Et ça a pris combien de temps de bien comprendre? Honnêtement, Ouais. je suis encore en train de réfléchir. aux Ah choses d'accord, aujourd'hui. ok. Tu vois, parce que c'est des trucs que tu fais. Alors, ça, c'était tout au début. Donc, j'avais compris sur le bout des doigts, j'aurais pu te l'expliquer. Mais là, tu vois, je me suis dit, si elle me pose la question plus en profondeur, Ah non, mais non, mais je moi pourrais même pas te. moi je peux pas aller jusqu'à... Non. Tu vois. Par contre, j'ai gardé un mail explicatif d'un des avocats, et je me le suis mis sur mon bureau. Ah oui, d'accord. Il est toujours là. Donc, des fois, quand j'ai un doute, je relis. Madame Erida, voici. Et vraiment, il m'a parlé comme un enfant. Qu'un enfant, C'est très bien. d'accord. Bon, bah au moins c'est bien, on t'explique correctement et au moins on prend le temps de t'expliquer. C'est ça. Non, il y a encore des personnes qui sont qui savent que c'est compliqué. Même aussi quand tu ramènes des bijoux, de la cosmétique aussi, ça a été une galère. Ah oui, au niveau des réglementations, Bien sûr, hygiène, sécurité, exactement. tout ça. De base, je devais pas bosser avec la marque avec laquelle je travaille. C'était une autre qui s'appelle Bossman. Et c'est des produits pour hommes, pour la barbe. D'accord. Hyper canon la marque, j'aime beaucoup. Ils sont très. Si vous regardez leur site Bossman, B-O-2-S-M-A-N, et en fait, ils doivent payer à l'Union européenne une sorte de certificat pour pouvoir en fait exporter dans l'UE. D'accord, ils sont pas habilités à... Exactement, Ouais. parce qu'il y a certains ingrédients que nous on n'accepte pas, etc. En fait, ça coûte hyper cher une reformulation. Et même ne serait-ce que le label pour qu'ils puissent vendre en Union européenne, c'est hyper cher et c'est par produit. Donc des fois, il m'avait dit que c'était, je crois, 5 000 ou 6 000 euros par produit. Donc t'imagines s'il a 15 000 références. Ah, pour changer la formulation? Même pas pour avoir la certification. Exactement. C'est très 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 légiféré en France, du moins pour eux. Ouais. Après, ce qui est normal, c'est juste que tu mets sur ton visage, c'est pour ressortir avec 2 têtes, c'est pas la peine. Mais tu vois, et j'ai galéré. J'ai pas pareil. T'appelles toutes les organismes, t'appelles l'AFNOR, donc les normes, etc., qui t'expliquent et qui m'envoient un cahier des charges. Le cahier des charges, Astrid, Oui. je ne rigole pas. Il y avait au moins 10 pages. Je leur disais, mais vous avez cru que j'ai le temps de lire tout ça. Et pour chaque point. Alors voilà, il nous faut ça, 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 ça. Et ça a un coût. Donc ça a compté 1 000 euros. Non, ça c'est 2005. Ah ouais, c'est horrible. C'était une horreur. Du coup, je me suis j'ai trouvé une autre marque qui, elle, a déjà toute la labellisation. Parce qu'elle voulait s'implanter en France, mais elle n'avait pas trouvé de distributeur. D'accord. Et moi, je suis arrivée. Et t'es je leur ai contente? dit, venez par ici. On va faire découvrir ça aux Français. Ah bah ça c'est pas mal. Et du coup t'as fait une espèce de collab avec eux ou tu fais t'es juste un point relais? Non, avec toutes les marques, j'essaye de faire une vraie collaboration dans le sens où je veux pas que Swos ce soit qu'uniquement une plateforme où d'achat-revente. Tu vois, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que vous en appreniez sur la marque, mais pas que, sur les fondateurs, sur leur parcours. Tu reçois par exemple un colis Swos d'Espagne, tu vas avoir un petit mot de la marque qui va te dire voilà, merci d'avoir commandé chez Lavani et Swos. Tu vas même avoir un petit mot où elle te dit voilà les 4 adresses à faire si tu viens en Espagne. D'accord, ok. Je veux vraiment que ce côté humain reste, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a plus, on achète, on Oui, c'est pas surconsomme. comme si tu voulais pas faire un Amazon. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça m'intéresse absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup me disent mais c'est un peu du comment on appelle ça, dropshipping. Pas du tout, parce qu'au final c'est vraiment moi mon intermédiaire. C'est avec moi que vous allez, si t'achètes un produit et que demain le produit ne te correspond pas, c'est pas juste t'achètes ensuite tu te mets en relation avec la marque. Oui. C'était toujours avec moi en fait, t'es toujours avec Swos, et je t'enlève tout ce tracas là. C'est moi qui travaille avec la marque et qui lui dit écoute, là il y a eu un souci, est-ce que tu peux me le refaire, tu me le renvoies, tac, je le renvoie au client. D'accord, ok. Donc il y a toujours une personne humaine qui te répond. J'aime bien la précision humaine. Ouais. Et pas un bot. Quand on me pose des questions, c'est vraiment moi qui réponds. C'est bien que toi ce soit au cœur de ton activité. Ouais, c'est important. Et dans tout ça, j'allais te demander ce qui t'a paru le plus simple, le plus compliqué. Il y a trop de choses à gérer quand on est entrepreneuse. On est tellement sur tous les fronts, surtout quand on est seul. T'es comptable, tu es chef de projet, tu es commercial, tu es CM. Ce qui m'a paru simple au début et qui est pour moi aujourd'hui une galère,
c'est Instagram. Ah oui? Et je vais aller plus large. C'est Ouais, comment dis-moi. créer ta communauté. D'accord. Comment te faire du réseau. Hmm. Comment faire en sorte que la personne se dise « Ah, elle est suffisamment intéressante pour que je la suive jusqu'au bout » et pas « Ah, il y a un jeu concours, je m'abonne, j'ai reçu, je désabonne ». D'accord, ok, qui est de l'engagement en fait. C'est ça. Comment créer de l'engagement. Hmm. Alors qu'au début, je me suis dit « Mais ça va être simple ». Ah ouais, d'accord. Bah oui, je vais faire des vidéos, on va rigoler, je vais faire des blagues. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. En plus, j'aime pas me montrer déjà. Ça fait un truc qu'il faut le savoir. Ah oui, d'accord. Ça dépend. Là, par exemple, sur du podcast ou sur des lives, quand on est obligé, voilà. Mais de manière générale, j'ai du mal à me dire, je me mets face à mon téléphone. Face cam. Et je parle comme une. Ouais, alors une aujourd'hui, dingo. j'ai fait une sélection. Voilà. Ouais. Exactement. Tu sais, un peu à la télé-shopping. Télé-shopping, mais ouais, bah après, sur les réseaux sociaux, on s'impose beaucoup un cadre. On se dit, oui, il faut être comme ci, comme ça sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais en gros, en fait, il n'y a personne qui a dit qu'on devait être comme ci, comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, oui, plus ou moins. Mais après, rien n'empêche qu'on puisse apporter sa propre touche et sa propre personnalité au contenu qu'on souhaite aborder. Après, si toi, tu te dis que passer en mode vente, ça te convient pas, donc du coup, tu peux apporter toi-même ton ADN à ton contenu. Pas faux. Mais après, voilà, il faut juste trouver la bonne tonalité et savoir qu'est-ce qui est pertinent ou pas pertinent. Exactement. Et je pense que c'est un vrai métier, au final. Au début, non pas que je le dénigrais, les community managers, etc. Mais je pense que déjà, c'est hyper chronophage. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis mal organisée. Non, mais ça prend du temps à tout le monde. T'inquiète. Ah ouais, c'est quand on me dit, ouais, j'ai fait... Non, il y a quand même des nanas qui me disent, j'ai ma programmation d'Insta sur 2 mois. Et moi, je dis, ok, alors moi, la semaine prochaine, je ne sais pas du tout où je vais. Ouais, mais après, il faut pas se mettre la pression non plus parce que, ok, t'as un site e-commerce, tu es une e-commerçante. Hein. Tout à fait. Voilà, mais dans l'idée, t'es pas une influenceuse non plus. C'est pas ton cœur de métier. Clairement tu pas. vois. Donc toi, t'as tes problématiques. Une influenceuse ou un influenceur, lui, ce sera son business, les réseaux sociaux. Après, c'est à voir en termes de temps passé et comment tu trouves un équilibre entre les deux. Toi, c'est un moyen, un canal de vente, un canal de communication, mais c'est pas ton produit. Donc, oui, tu vois, clairement. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais après, il faut mieux juste trouver le bon timing entre le temps que je passe dessus et est-ce que c'est pertinent pour moi de passer autant de temps dessus, sachant que tu as d'autres leviers que tu peux lever. Tout à fait. Mais je trouve qu'Instagram, il a pris un tel poids dans le sens où si tu as en dessous d'un certain nombre de followers, j'ai l'impression, en tout cas, on ne te considère pas. Non, même. On se dit, ouais, elle a 400, 500 followers. Alors, dis-toi que des personnes qui ont beaucoup plus de followers que ça, hein, même 100 000, 200 000, ils se disent la même chose que toi. En fait, quand tu parles à plusieurs personnes, tu te rends compte que, quelle que soit la taille d'abonnés que la personne peut avoir 10 000 abonnés et peut se dire la même chose que toi. C'est nous qui avons mis, plus ou moins, les réseaux sociaux à ce niveau-là, en fait. En se disant que c'est indispensable. Mais il y a plein de gens qui vendent, ils sont ni sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de site internet, tu vois. C'est pas faux. Mais moi, je te dis ça avec beaucoup de recul. Ouais, grave. Parce que si tu vois le temps que je passais dessus et finalement, tu te dis concrètement qu'est-ce que ça t'a apporté de plus. Et quand tu vois qu'il y a d'autres leviers qui peuvent aussi bien fonctionner, qui te prennent beaucoup moins de temps, tu te dis, bon, en fait, c'est une question de ratio et de se dire, ce n'est pas mon cœur d'activité, donc je ne vais pas passer tout mon temps dessus, quoi. Ouais, t'as raison. Après, c'est une façon de voir les choses et puis il faut l'accepter. Là, pour l'instant, j'ai encore du mal et je me dis, purée, il faut absolument que mon taux de followers augmente. Mais Bah après, si ton taux de followers augmente et que tu as plus de ventes, ok, c'est la conversion qui va compter. Et après, il vaut mieux tabler sur la qualité que sur la quantité. Tout à fait. Donc, et du coup, comment tu as fait pour te faire connaître de manière globale ? De manière globale, ça va être les événements principalement. Et de toutes les manières, je trouve que c'est le meilleur moyen. Qu'est-ce que tu appelles événements ? C'est pop-up, voilà, des pop-up stores ou des événements. Aujourd'hui, tu en as beaucoup une sorte d'agence événementielle qui te contacte et qui te dit voilà, pour Noël, on va faire ça, ou même pas pour Noël, pour d'autres occasions, l'été, etc. Alors au début, je commençais comme ça, avec des intermédiaires, mais je me suis vite rendu compte que quand tu passes en direct avec la personne, ça te revient beaucoup moins cher. Parce qu'il est normal, puisque tu as un intermédiaire, donc forcément, elle prend ça comme. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne aux entrepreneurs ou entrepreneuses d'ailleurs. C'est négocier directement avec le propriétaire de la boutique. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher aussi. Ouais, parce qu'ils prennent une grosse partie de... Ouais, ils se mettent bien. Ouais. D'accord. Donc principalement, je me fais connaître comme ça. Oui, parce que il y a beaucoup de pop-up stores à Paris. Il y a des boutiques éphémères et il y en a plein.
Et ce qu'on fait généralement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était que on a essayé de se créer, tu sais, un petit groupe, un petit collectif de marques. Et c'est vraiment mon envie parce que je me suis rendu compte que quand on avance avec des nanas ou des mecs d'ailleurs, qui ont cet état d'esprit de partage, de bienveillance, etc., la synergie de façon de manière générale ne peut qu'améliorer les choses, à mon sens. C'est hyper important. Et donc, en fait, on utilise chacune nos réseaux. Donc, on est 8 marques différentes avec chacune sa cible. Et on martèle sur les réseaux pour faire venir du monde, distribution de flyers. Et ça, vous faites ça à quelle fréquence ? J'essaye d'en faire... Alors, là, j'en ai fait à peu près, sur une année, j'en ai fait 4 ou 5. Ah oui, d'accord. Mais j'aimerais bien essayer d'en faire au moins un par mois. Un par mois, que ça devienne vraiment... Ouais. Le rendez-vous SWOS, tu vois. D'accord. J'aimerais bien. Techniquement, janvier, par exemple, ça sert à rien. Quand même, il y a des mois assez stratégiques, tu vois. Ouais. Genre octobre, novembre, décembre, pour préparer généralement Noël ou les fêtes de fin d'année. Oui, tu fais sur des périodes longues, hein, parce que là, dernièrement, t'es resté sur une semaine. Une semaine. Ouais. Une semaine. Donc, c'est pas un week-end, par exemple, c'est vraiment un temps. Là, on a voulu, une semaine. Il m'arrive de faire des week-ends aussi, ça, c'est possible. Tu loues une boutique pendant le week-end. Mais c'est vrai que je trouve que sur une semaine, c'est bien parce que, quoi qu'il arrive, l'achat, il est jamais immédiat. Sauf si t'es sur du coup de cœur. T'es sur du coup de cœur, la nana, elle se dit, allez, je le prends tout de suite. Mais t'en as qui ont ce besoin de réflexion. Oui. Et donc, quand t'es sur une semaine, c'est cool parce que après, tu la revois, elle repasse et c'est satisfaisant aussi parce que tu te dis, ah ouais, elle a vraiment aimé ce que je lui ai proposé. Et elle a pris le temps de revenir et c'est pas un achat inutile. Ouais. C'est ça aussi. Tu vois, il y a des fois, j'ai des clientes qui regardent, qui me disent, ah, c'est beau, etc. J'ai plus ou moins la même chose. Est-ce que je vous le prends, etc. Alors, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais je suis aussi dans le conseil. C'est-à-dire que des fois, il y a des clientes, elles me disent, elles ont une déco qui n'a rien à voir avec ce que je vends. Ouais. Mais alors, rien à voir. Et je la conseille, je lui dis honnêtement, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va aller, etc. J'ai d'autres couleurs. Ou même, des fois, je leur dis, si vous l'avez déjà, pourquoi vous en prenez un deuxième ? L'objectif, c'est de SWOS, en tout cas sur du long terme, c'est vraiment pas juste acheter pour acheter. C'est pas ce que je veux. Même si j'en ai besoin, bien sûr, on va pas dire que j'ai créé une société pour... tu vois, t'as pas créé une association non plus, exactement, tu vois. Voilà. Fondation SWOS. Ouais. Ah, sur du long terme, j'aimerais bien qu'il y ait un truc humanitaire qui soit lancé. Oh. Et c'était aussi l'objectif de SWOS de base. Ah bah d'accord, mais c'est bon, il y a un truc plus loin. Tu viendras pour nous raconter l'histoire de la fondation. Rien n'est impossible, c'est vrai. Alors j'ai une dernière question. Moi, je voudrais savoir si tu devais donner un conseil à une nana demain qui veut lancer un e-commerce, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Déjà, je pense que être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde. Tu entends souvent des personnes dire « lance-toi et c'est tout ». Je pense que quand tu veux devenir entrepreneur, pour moi, dire que je veux devenir entrepreneur pour être mon propre... même si je l'ai dit un peu plus haut tout à l'heure, mais pour devenir mon propre chef, c'est pas vrai. Parce que même en tant qu'entrepreneur, même si c'est toi la chef, tu dépends, quoi qu'il arrive. Tu dépends parce que tu dois faire ta comptabilité à jour, tu as de la pression. Si tu as des salariés, tu dépends d'eux aussi, tu vas devoir... Donc, t'es jamais juste toi et tu vois, et voilà. Donc déjà, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut avoir certaines qualités et ne pas se dire que tout le monde peut être entrepreneur. Je suis pas sûre de ça. Oui. Sincèrement, faut avoir la niaque, faut avoir la patience. Même si tout s'apprend, mais tout le monde ne peut pas... Moi, je me vois aller 15-20 ans avant. Non, j'étais encore trop bébé, trop mature. Ouais, non, trop immature pour... Et puis, c'était pas l'envie du moment. Peut-être que tu voulais expérimenter des choses. Après, le conseil que je donnerais vraiment, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tu vois ? Des personnes qui te boostent, qui sont là avec toi, moteurs, qui n'ont pas peur de te dire les choses. Tu vois, quand c'est naze, c'est naze. Alors après, il y a l'ego. Attention, quand tu vas pas dire à une personne, mais ton projet, il est pourri. Mais tu sais comment l'amener. Mais tu vois, je suis pas très fan, moi, des amis qui vont te dire, ah ouais, c'est nickel, c'est magnifique. Alors qu'ils le pensent pas forcément, mais que c'est juste pour te booster. Non. Oui, pour te faire plaisir, pour pas te blesser. Voilà. Tu vois, donc vraiment s'entourer des bonnes personnes qui te boostent, qui ont une certaine compétence aussi et qui peuvent t'aider. Oui. Moi, je regrette d'être seule, techniquement, aujourd'hui. Là, je me dis, si je devais revenir en arrière pour SWOS, je pense que quand tu es à plusieurs, ou du moins au moins une deuxième personne avec toi, il y a une telle synergie, tu peux brainstormer. Et je l'ai vu au pop-up. T'as envie d'avoir... Ouais, exactement.
de l'échange. Quand Parce que là, challenge, clairement, tu regardes ton miroir et tu... Non, mais je peux comprendre. Alors moi, pour le coup, étant seule, hein, tu vois, des fois, je me dis que c'est bien d'être deux, parce que c'est un challenge aussi d'essayer de convaincre l'autre, de discuter, d'avoir un autre point de vue, parce que toi, des fois, dans ton truc, t'es là, ok, pour toi, c'est cohérent, mais pour quelqu'un d'autre, ça n'a... Exactement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis aussi de savoir que tu peux Enfin, avoir un réseau avec d'autres personnes, c'est bien. Mais en fait, des fois, tu as l'impression que les gens ne sont pas forcément concernés par ton problème. Alors que quand tu es 2 ou 3 dans la même équipe, bah, tu sais que vous allez dans le même sens et que vous travaillez pour la même cause. Tout à fait. Et du coup, c'est différent. Et puis, tu sais aussi que quand tu pars en vacances ou si t'arrive un truc, tu as un backup. Parce que quand tu es seul, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas de backup. Il n'y a pas de backup plan. Ah ouais, mais clairement. Clairement. Il y a pas de backup, mais après aussi, libre à soi d'avoir un entourage, mais un entourage qui sait aussi être là, se mobiliser quand t'as besoin. Tout à fait. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à trouver. C'est vrai, clairement. Mais déjà, au moins, ouais, avoir cette... De pouvoir savoir que tu peux compter sur des personnes, même si elles sont en dehors de ta boîte, ça peut être bien, mais... je te rejoins dans le fait d'avoir un backup, c'est cool. Mais le bon backup, c'est comme l'amour, ça prend du temps à trouver. C'est clairement, ouais, clairement. C'est un mariage. Ouais, exactement, exactement. Non mais c'est pas une blague, c'est vraiment un mariage. Hein. Non, c'est vrai. Parce que pour galérer avec quelqu'un, il faut bien se connaître et il faut être bien au clair que si un jour ça va mal, pour être avoir la même vision, la garder à long terme aussi, et être ok de se dire quand ça va et quand ça va mal. Clairement. Donc, Et un dernier conseil aussi que je donnerais, c'est que on est tous dans le même bateau. Dans le sens où moi je me souviens quand j'ai commencé que j'avais des personnes qui me disaient ouais ça fait 6 mois j'ai déjà 15 000 produits vendus etc. Tu te dis ah mince putain et toi t'arrives pas à vendre déjà 3 trucs et tu te mets une pression de ouf. On est tous dans le même bateau, ça prend du temps. Celui qui te dit qu'il a lancé sa boîte en 1 mois, en 1 an et que tout roule pour lui, je pense hein. Après je me trompe peut-être ou voilà mais je pense que c'est faux. Je le dis clairement comme ça au moins c'est dit. Ça prend du temps. Une marque à développer, ça prend du temps. Donc il faut être patient. C'est pour ça que la patience, elle est hyper importante dans l'entrepreneuriat. Si tu l'as pas ou si tu es quelqu'un qui va avoir tout de suite, je dis pas que t'es pas fait pour l'entrepreneuriat, mais faut y réfléchir à 2 fois. C'est quelque chose de personnel aussi, dans le sens où quelqu'un qui va peut-être avoir 15 000, qui aura vendu 15 000 produits, il n'aura peut-être pas la même philosophie, la même approche que toi, la même envie de ne pas survendre, de vendre pour vendre, tu vois. Ouais. Et il y a aussi ça, et c'est quelque chose de personnel aussi, où tu essaies de te dépasser dans le fait de dire je vais pas faire de comparaison avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas pareil. C'est pas faux. Et du coup... Mais tu le fais inconsciemment, cette comparaison. Oui, tout le monde se compare, ouais, c'est social. Tu le... Mais après, de se dire, il a peut-être fait 15 000, mais sur quoi? Après, des fois, les gens, ils te disent qu'ils ont fait des trucs, mais la manière de le vendre, t'as l'impression qu'ils ont fait un truc extraordinaire, alors que... ouais, grave. T'es là, mais en fait, quand tu regardes bien, quand tu te rapproches, tu regardes les petites lignes, tu dis, ah oui, d'accord, donc c'est ça que tu disais que c'était un truc exceptionnel. Peut-être qu'il avait 15 000 produits, il avait vendu 15 000 pins, par exemple, tu vois. Grave. Tu vois, donc ça lui a amené, je sais pas, 500 €. Le mec, il t'a vendu ce qu'il avait, le mec ou la nana t'a vendu en fait ce qu'il avait envie de te vendre. C'est vrai. Donc bon, après avoir vu plusieurs entreprises, je pense aussi qu'on vend beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se montrent à l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément toujours le reflet, ou je pense que c'est clairement. C'est le truc un peu amélioré. Non, un peu le truc Instagram versus reality. Ouais, c'est ça, exactement. Mais personne n'ose dire finalement qu'il est dans la merde. Mais tout le monde On galère. Non, mais personne dit qu'il est dans la merde, alors que quand tu regardes bien, il y en a beaucoup qui se le disent, mais en petit comité, tu vois, mais qui le disent pas forcément devant les autres. Enfin, bon. Après, c'est une manière aussi de montrer... bonne face, et que... Ouais, clairement. Mais ça se fait pas trop de montrer qu'on est en difficulté. Ouais, alors que c'est que c'est normal, ça fait partie de la vie. Exactement. Mais c'est encore tabou chez nous, et voilà, faut dire quand c'est la merde, c'est la merde. Bah après, faut pas dire tous les jours, oh, c'est nul. Ouais, non, faut pas se victimiser. Ouais, non, c'est vrai. Toujours en mode pessimiste. Non, j'aime pas aussi ça. Ouais, non, on va pas pleurer. Parce qu'il y a aussi ce versant-là. Il y a des personnes qui pleurent tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est même fatigant de les suivre. Donc, clairement. Du coup, tu zappes un peu. Mais voilà, faut faire le ménage dans tout ça. Clairement. Bon, on va laisser le public poser des questions. Le public, vous êtes chaud? Trop fort. Trop fort. Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis à toutes. Je suis Aurore, pronom she, elle.
Donc c'était un super projet. Donc merci beaucoup Sabrina. Merci, c'était vraiment et aussi une belle conversation. Moi qui suis dans un début de process de création d'entreprise, c'est assez inspirant quand même et ça me permet aussi de me poser certaines questions. Et j'avais 2 questions principalement. C'était sur la partie entre la période où tu as démissionné et le moment où tu as lancé ton entreprise un peu, où en tout cas tu es rentré dans tout ce qui était incubateur, etc. Comment tu as fait sur le côté financier ? Est-ce que c'était que de l'épargne ou il y avait un accompagnement pour le... Enfin, j'en sais rien. Parce que c'est aussi une question que je me pose aussi un peu actuellement. D'accord. Et sur le choix des marques, je ne sais pas si j'ai totalement bien compris. Donc, tu voyages et tu rencontres les personnes. Est-ce que ça t'arrive aussi qu'il y ait des personnes qui me contactent directement, qui viennent te voir et comment ça se passe? Merci Aurore, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, je vais répondre à ta première question. J'ai fait une rupture conventionnelle. Donc, ça m'a permis d'avoir le Pôle emploi. Je voulais pas partir sans rien. Tu vois, l'histoire du backup dont on parlait tout à l'heure, c'était un peu ça. Je voulais pas partir sans avoir, au moins financièrement parlant, parce que c'est hyper galère autrement, vu que je travaillais pas à côté. Et lorsque ça s'est terminé, parce qu'il y a une fin à tout, ça a duré 1 an et demi ou 2 ans. J'ai réussi à ne pas bosser pendant encore quelques mois. J'étais sur ce que j'avais laissé de côté. Après, je me suis dit non, je peux pas. Donc j'ai repris une activité, et encore aujourd'hui, j'ai repris une activité salariée à côté. D'accord. Où voilà, je travaille en temps partiel. Et ça me permet d'avoir mes matins de dispo pour SWOS et mes après-midi où je suis en entreprise, et ensuite je termine l'entreprise et hop, je remets ma casquette SWOS et le week-end SWOS. D'accord. Et du coup, ça emmène une autre question, désolée, sur la même thématique. La gestion du temps. Parce que du coup, moi aussi, j'ai fait une demande pour être en 4/5e. Tu as des conseils ou comment ça se passe au niveau d'avoir ces deux... pas pression. D'allier les deux. Oui, mais tu veux, à un moment, tu vas penser à ton entreprise, mais aussi tu vas penser à l'autre taf que tu as. Comment tu fais pour allier les deux? Je pense sincèrement que ça dépend de la personnalité de la personne. Dans le sens où, moi je suis quelqu'un d'hyperactive, je bouge beaucoup, etc. Moi j'aime pas mon cerveau au repos. C'est très bizarre. Il est toujours en train de... Donc moi j'arrive à allier plusieurs jobs en même temps. Par contre c'est hyper fatigant. Et moi ce que je conseillerais, c'est honnêtement de ne pas dépasser un 20 heures par semaine. Le mi-temps que j'ai pris, c'est du 20 heures. Je peux pas plus. Parce que après, t'as ta conscience professionnelle aussi. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui manque, tu vas oublier. Moi, c'est ce qui m'arrive. Des fois, le week-end, je travaille pour ma boîte, pour l'autre boîte. Tu vois. Et je me dis, si je suis en 35 heures par semaine ou 25 et plus, c'est mort. Soit je l'oublie complètement. Donc voilà, faire attention à ça. Parce que n'oublie pas que toi, ce mi-temps que tu prends, c'est pour financer ta boîte principale, techniquement. Faut qu'il y ait un vrai équilibre. Si tu constates que ça commence à partir en mode ta société, tu commences à l'oublier et tu es vraiment sur la société de l'autre, j'ai envie de te dire pourquoi s'être relancé, ça n'a plus d'intérêt. Oui, totalement. D'accord. Okay. Ça, c'était pour cette question-là. Et pour les marques, pour l'instant, c'est moi qui vais les dénicher. D'accord. Mais j'en suis sûre que bientôt, c'est les marques qui vont m'appeler en mode Sabrina, on n'a pas de distributeur en France, est-ce que tu veux bien t'occuper de ça? Mais pour l'instant, non, c'est principalement moi. J'ai jamais eu de... Ah si, j'ai eu une marque. Alors qui est j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qui s'appelle, alors je le donne, Akibé. Elle fait des savons, je crois, du Gabon. Je crois que elle vit au Gabon ou au Ghana. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est le Gabon. Et elle fait tout ce qui est savon, etc. Et elle m'a contactée en me disant, je kiffe le projet. Est-ce que tu pourrais devenir ma distributrice? Je lui ai même pas répondu d'ailleurs. Je vais lui répondre. En plus, je vais lui répondre en direct pour le coup. Elle est elle-même distribuée en France. Donc en fait, mon concept ne sert plus à rien. Là, ce qui fait ma force, entre guillemets, c'est de dire que c'est une marque que tu ne trouveras pas en France. Tu peux chercher où tu veux la vanille, tu peux chercher où tu veux Sky Living, la marque indienne, tu ne la trouveras pas ici. Là, à Akibé, les gens vont me dire pourquoi passer par toi alors que je peux directement passer par elle. Ça ne fait plus de sens. Donc voilà, mais c'est la seule. Par exemple, la marque espagnole, dans le contrat, elle m'a dit, Sabrina, je pense qu'à un moment donné, moi je vais arriver en France. Et je lui ai dit, c'est simple, à partir du moment où toi tu as des points de vente en France, ça y est. Bon, après, je vais dénicher d'autres marques. Donc c'est vraiment dans le compromis. Ça sert plus à rien. Là, l'intérêt, c'est que tu n'as pas les frais de douane, par exemple, à avoir. Et les frais de port, tu vas les avoir moindres. Et moi, comme je ramène en quantité, mon prix, je le dilue en fait. Il est dilué dans les quantités que je ramène. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour toi d'acheter chez SWOS que d'acheter chez la marque indienne.
où tu as 20 € de frais de port pour le faire venir d'ici, et puis tu as 3 semaines aussi d'attente. Moi, je te livre en 24 ou 48 heures. Et c'est moi qui livre, hein, sachez-le parfois. J'aime bien être au contact de la personne, moi je kiffe. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Aura. Je t'en prie. Rebonsoir mesdames. Bonsoir. Merci beaucoup. Bravo pour ton parcours. Merci. Ma première question, c'est pourquoi au démarrage tu n'as pas pu ou il n'y avait pas de personnes là pour t'aider, ou tu n'as pas pu déléguer au démarrage, ou c'est parce que ça parlait pas aux gens, ou ils t'ont dit laisse tomber, ça va pas marcher, il y a trop de taf à faire, ou ça va juste pas exploser. Qu'est-ce qui a fait que tu dois gérer tout toute seule? Pour le coup, ouais. moi. C'est moi en réalité. Ouais. Non pas que j'ai peur de déléguer, je suis pas ce genre de personne là, je peux déléguer facilement, mais je sais pas pourquoi avec SWOS, du moins au début, je voulais savoir ce dont j'étais capable moi. C'est bête hein. Et je voulais savoir où est-ce que j'allais, ce que je valais en fait. Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire tout ce dont j'avais prévu dans ma tête, faire les dépôts, aller à l'INPI, faire mon logo, faire mon site internet. Et puis après je me suis vite rendu compte que et à un moment donné, tu es dépassé, tu vas avoir besoin de quelqu'un, forcément. Mais au début, je voulais me prouver quelque chose. Et j'avais peur de me dire, ouais, si je prends quelqu'un avec moi, peut-être que c'est débile, hein, mais j'avais peur de me dire que, en fait, si ça réussit ou si ça fonctionne, c'était pas que grâce à moi, en fait, c'était parce que j'avais quelqu'un avec moi. Et qu'en gros, moi, je servais à rien, tu vois, que j'étais là en support. Après, attention, ça veut pas dire que la sauce fonctionne. Hein. Loin de là, je suis encore loin, mais vraiment loin. Mais là, aujourd'hui, j'ai ce besoin. Tu vois, de prendre à la limite des apprentis ou alors peut-être un partenaire avec qui m'associer, etc. Mais c'est toujours difficile de prendre un associé. C'est ce que disait Astrid tout à l'heure, c'est un mariage, sincèrement. Parce que tu sais pas sur qui tu tombes, t'as peut-être pas forcément la même bienveillance. Et comme c'est un projet, et là, c'est un autre conseil que je donnerais peut-être. Pour ceux qui veulent se lancer à plusieurs, il faut se lancer à plusieurs dès le début. Pas après. Ouais. Parce que, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que quand là, c'est ton bébé, t'as avancé, t'as déjà tout créé, lui ou elle arrive, déjà, on n'est plus sur le même stade. Donc, il n'y a pas cet amour que moi, j'ai pour SWOS. Si demain, je me mets avec n'importe quoi, on est associé avec Astrid, t'auras pas le même amour de la marque que moi j'ai, parce que moi, si je l'ai créée toute seule au début. Tu vois? Donc déjà, il y a une différence. Tu vas te sentir un peu lésée, toi, parce que tu dis, tu vas sentir un déséquilibre, tu vas dire, moi j'ai fourni tous les efforts, et tu vas voir le mec ou la nana arriver là et récupérer tous tes fruits, quoi. Mais d'un côté, je pense que c'est instinctif dans le sens où tu t'es donné, t'as mis ton âme et tout, et je pense que ça va être ça aussi, il y aura un déséquilibre à ce niveau-là, le niveau d'implication sera pas le même, et il faut être prêt aussi à vouloir... Quand t'as mis toute ton âme, toute ton énergie, tout ça dans un truc, dans un projet, de voir quelqu'un venir et mettre sa patte dedans, des fois tu te dis, oh, est-ce que t'as envie justement de partager ça? Ouais. Après, c'est comme le mariage, hein. Ouais. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, tu vas aimer les enfants aussi bien que la personne qui arrive. Donc après, c'est aléatoire, c'est pas figé, mais on peut faire quelqu'un rentrer. Mais si la personne a donné autant que nous, on peut mettre dans le projet. Ouais. Ma deuxième question, c'était un peu plus précis. Je voulais savoir comment tu gères la logistique. La logistique, en fait, je passe ma commande. Et en fait, il me l'envoie soit par la poste ou par, Colissimo, etc. Et ensuite, j'ai une belle cave. J'ai une belle cave, ou même des fois dans ma pièce, la pièce où je travaille en fait chez moi, parce que je travaille de chez moi. Et tu rentres et t'as la caverne d'Alibaba en fait, t'ouvres et t'as tous les produits. Donc pour l'instant, j'ai pas encore la nécessité d'avoir un dépôt ou tu vois, parce que non plus, j'ai 4 marques, mais j'achète pas des quantités énormes parce que j'ai pas envie d'avoir trop de stock sur moi. En sachant qu'au tout début, ce que je voulais avec les marques, c'était du dépôt-vente. C'était fonctionner sur du dépôt-vente, c'est-à-dire que tu achètes, je dis n'importe quoi, on va rester sur des chiffres ronds, tu achètes 100 pièces, tu les fais venir, tu les vends, et ce que tu n'as pas vendu, tu le retournes. Comme ça, moi, au moins, j'ai pas de stock sur les bras. Ça, c'est ma stratégie sur du moyen long terme. Je trouve que c'est quand j'ai commencé, les marques me disaient, Sabrina, on te connaît pas. On sait pas qui t'es. Alors, t'as l'air bien gentil, tu rigoles, tu fais des blagues, c'est cool. Mais c'est un risque, clairement, c'est un risque aussi pour eux. Donc là, pour l'instant, on est sur de l'achat à full. C'est-à-dire que j'achète ma marchandise, elle vient
et voilà, et je la stocke chez moi. Mais sur du long terme, ce que je veux, et une fois qu'ils vont voir que voilà, ça vend et que ça y est, ils peuvent avoir confiance en moi, je passerai sur du dépôt-vente. Comme ça, déjà, moi, ça me permettrait de doubler en termes de volume et de pas avoir peur, parce que je me dis, de toutes les manières, ce que je vends pas, je le retourne. Et en pré-vente, ça fonctionnerait ou pas? J'en sais rien. J'ai jamais essayé. Ouais. Et tout le monde me dit, Sabrina, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu fais pas ça? Bah ouais, tu dis une marque exclusive, produit limité. Enfin, je sais pas, je te dis ça comme ça. Ouais, non, mais on m'en a déjà parlé. On m'a dit, ouais, essaye de faire un truc sur Insta, sur les réseaux. Tu sponsorises ton truc et tu montres le produit exactement. Bah, mais de plus en plus de marques, même dans le prêt-à-porter, hein, comme ça, au moins, ça évite de faire trop de pièces et d'avoir du gaspillage finalement. Après, on en revient peut-être ou pas, hein, peut-être que vous allez me dire que pas du tout, on en revient à cette communauté sur Instagram. Parce que je me dis, quand t'as 400 ou 500 followers, tout le monde ne te répond pas déjà. Oui. Tu vois ou pas? Tout le monde ne voit pas ton post. Tout le monde voit exactement. Donc, moi, je sais que les personnes qui ont fait ce genre de choses, la prévente, c'est toujours des grands comptes, 5000 et au-dessus. Tu vois, il y a une vraie demande, il y a ah oui, on kiffe, ok, très bien, on veut. Et puis il y a les influenceurs aussi. Ouais. Après avoir un coup de pouce de la marque aussi, parce que c'est intéressant. C'est vrai, c'est pas faux. On est en train de faire du brainstorming là. Ouais, grave. Faut que je note. Le public est en feu, on fire. Voilà. Bon, les meufs, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais te remercier, Sabrina, c'est moi d'avoir été là avec nous. Merci. À vous, public. Public en folie. Merci au festival. Merci à Sarah de l'invitation. Ce fut un plaisir. Et c'était une première, le podcast en live. Donc, les meufs, dites-moi si vous voulez que je recommence. Parce que je recommence bientôt. Voilà, je vous tiendrai informé. Vous retrouvez toutes les informations sur Sabrina dans la barre de description. Merci. Ciao les meufs. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.